Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de CQTT. Nous sommes avec Jésus Miranda. Bonjour Jésus. Merci d'être venu. On est ravis de vous recevoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Donc pour expliquer à ceux qui n'ont jamais vu le concept, donc là on a sorti déjà 2 épisodes, un avec Pierre Consolini et un autre avec Mathilda. On va vous réexpliquer un peu comment ça va se dérouler. Donc nous avons un intervenant et devant l'intervenant il y a 2 bols, un question pro, un question tabou et le but c'est vraiment d'échanger et d'interviewer. Donc on va vous laisser piocher les questions tabou et nous allons vous poser les questions pro. Et voilà, et le petit gage, si il veut pas répondre aux questions tabou, faut manger un petit grillon. Juste là, voilà. Et toi, c'est quoi ton taf? D'accord. Alors, je suis anthropologue de formation. J'ai un parcours en sociologie et en anthropologie, mais ma casquette principale, c'est anthropologie. Je travaille comme anthropologue indépendant et dans l'enseignement depuis très longtemps. Je suis un spécialiste de l'Europe centrale et orientale, mais ça fait plusieurs années que je ne travaille plus là-dessus, sur plein d'autres sujets qui en sont très loin. Et en quelques mots, si vous voulez définir l'anthropologie pour ceux qui peut-être nous regardent et ne connaissent pas forcément. Alors, je dirais l'anthropologie, c'est l'homme en société. J'aurais même tendance à dire c'est la sociologie, mais en plus drôle. Super. Bon, du coup, on commence par une petite question pro. Pour pas attaquer trop. Quels outils sociologiques utilises-tu dans ton approche des études de communication au sein des organisations? Alors, quels outils de sociologie? Toute une tradition dans la sociologie qui s'intéresse à la communication. D'abord, pour moi, il y a la sociologie compréhensive, c'est la sociologie de Max Weber, ou ethnométhodologie, qui s'intéresse non pas à ce que font les acteurs, mais comment les acteurs le définissent. Ça, je trouve ça intéressant. D'abord, c'est en termes ethnographiques, pour pouvoir décrire une situation et comment les gens la vivent, comment ils donnent eux-mêmes la définition de la situation dans laquelle ils sont. Une autre école que j'aime bien, c'est l'école de Palo Alto, pareil, qui s'intéresse vraiment à la communication comme outil et comme objet d'étude plutôt. Voilà, c'est des choses que je mobilise, moi, dans les enquêtes de terrain plutôt. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu à vous en servir pour des projets de communication ou c'est vraiment... Non, c'est plutôt dans Ouais. mon travail en tant qu'anthropologue où la communication, c'est la Oui, matière, bien c'est sûr. la matière première. Ouais. On passe à une autre question pro pour Je te laisse la poser si tu veux, vas-y. monter la chose dès le départ. Alors, comment les résultats d'une étude sociologique peuvent-ils influencer les stratégies de communication d'une entreprise? Un premier truc qui me vient à l'esprit, c'est sur les usages, par exemple. J'ai fait un travail pour Leroy Merlin sur le confort d'été. Le confort d'été, c'est comment on gère la chaleur chez soi en période de canicule, par exemple, sans utiliser la clim. C'était ça l'objectif. Ok. Et en fait, on a travaillé avec une agence d'archi et des bailleurs sociaux. On a fait beaucoup d'entretiens sur le bassin lyonnais et l'idée, c'est au rapport, ils proposent des solutions architecturales ou des solutions techniques qui seraient développées par l'entreprise. Vous voulez faire peut-être une question tabou pour continuer? Allez, go. Allez. C'est un peu qu'on se tutoyait. Ah oui, moi je... Oui, ça va être... C'est notre Désolée, problème, on a vraiment. trop l'habitude de vous voyer tout le monde. Mais je vais y arriver. Du coup, si tu veux piocher une question tabou. Allez. Penses-tu que l'intelligence artificielle va bientôt remplacer les sociologues dans le domaine de la communication? Pourquoi et pourquoi pas? Sacrée question. Moi, l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle m'inquiète. Elle m'inquiète. Alors, dans le domaine de la communication, je pense aux fake news. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les fake news. Quand je vois des images avec des politiques, des gens connus qui disent... Les deepfakes. Ouais, c'est ça. Ou qui font, ne serait-ce que même des choses rigolotes, où on les voit danser, on les voit dans des situations qui sont loin du réel. Je me dis, l'avenir est quand même inquiétant. Comment on va faire pour distinguer le vrai du faux? Voilà, ce serait plutôt de ce domaine-là. Les sociologues, pas sûr, parce qu'il y a une partie sensible dans le travail qui est en sciences humaines et que pour l'instant, la machine n'est pas capable de produire des choses comme ça. Mais voilà, ce serait plutôt de ce côté-là, c'est comment faire la part du faux et du vrai dans ce qui nous attend. Après, l'IA, elle peut vous aider aussi peut-être dans votre métier à monter des rapports ou plus côté rédactionnel que côté recherche. Alors là sur aussi, le terrain, je j'imagine. suis un petit peu dubitatif. Je pense que si l'IA prend le relais sur l'écriture, il me semble, mais je ne connais pas suffisamment, ça va lisser ou homogénéiser Oui, il y aura moins d'émotions, moins de... l'écrit ou la façon de rédiger. Ce qui fait la patte du sociologue,
utilise sa plume, j'ai peur qu'on y perde un peu en contenu, un peu en matière, un peu en Oui. texture. Voilà. On continue avec une question pro. Allez. Penses-tu que la communication digitale a changé la manière dont les sociologues analysent les comportements sociaux? Et si oui, comment? C'est une sacrée question. Je dirais oui. D'abord, on est cerné par la communication digitale, il y en a partout. Ouais. Le digital prend de plus en plus de place dans nos existences, donc effectivement, ça a un impact. Les comportements sociaux. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est quand je suis sur un lieu touristique, la pratique du selfie, et ça concerne toutes les tranches d'âge. Ça commence très tôt. Et il y a une mise en scène de soi que je trouve amusante, inquiétante, parfois ridicule même, qui modifie complètement le rapport au lieu. C'est-à-dire que je suis sur un site non plus pour me faire plaisir ou pour découvrir, mais pour montrer aux autres que j'y étais. Voilà, donc il y a cette dimension-là, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Après, sur les comportements d'achat, là on est en pleine semaine du Black Friday. Forcément, on est cerné par les offres plus alléchantes les unes que les autres. Nos arbitrages en termes d'achat, c'est pareil, ils sont complètement bousculés. C'est-à-dire que si je pensais faire des économies, je me dis allez, c'est maintenant qu'il faut l'acheter parce que j'aurai plus. Voilà, tout ça est complètement bouleversé. On est cerné de signaux en permanence et effectivement, le monde est différent avant cette digitalisation de nos espaces. Moi, j'avais alors une question par rapport à celle-là. C'est par exemple dans les réseaux sociaux comme TikTok, tout ça, on parle souvent de l'effet bulle, c'est-à-dire qu'on a des vidéos qui vont revenir souvent sur le même thème quand on commence à en aimer. Est-ce que vous pensez que ça peut, est-ce que tu penses du coup, est-ce que ça peut jouer sur le comportement et peut-être créer de nouvelles classes, je dirais peut-être pas comme ça, mais de nouveaux groupes sociaux, du coup, vu qu'ils vont plutôt être dans la même bulle, ou est-ce que ça va se rejoindre par rapport à ce qu'il y avait avant les réseaux sociaux? Ouais. Pour moi, ces réseaux, ils sont absolument pas sociaux. Ouais. Là, c'est super intéressant. Ils sont absolument pas sociaux. Ils nous enferment aussi. Ils nous enferment. Ouais. Je trouve qu'ils sont générateurs de violences, de violences différentes. Ça exacerbe aussi la souffrance pour certains. Donc, j'ai un regard très critique sur ces réseaux sociaux et ce qu'ils produisent. Je pense par exemple à l'image de soi, l'utilisation des filtres. Je pense que ça provoque un décalage entre mon image personnelle et ce que je donne à voir. Et souvent, on cherche la performance dans l'amélioration de soi, de son visuel, etc. Et pour moi, je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il y a de la souffrance derrière tout ça. C'est un super point de vue parce que souvent on parle des réseaux sociaux, enfin nous surtout notre génération d'un point de vue c'est trop bien, vous discutez avec nos amis et tout, mais c'est bien aussi d'avoir un point de vue comme ça, individualiste, etc. Donc voilà, je trouve que c'est le mot, je trouve que ça exacerbe l'individualisme. On voit de plus en plus même avec le Covid, tout ce qui s'est passé, on s'est tous renfermés justement sur les réseaux, du coup notre solitude elle s'est encore développée. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à prendre le métro ou regarder comment les gens sont dans les transports en commun. Ah oui, vraiment, ouais. Son téléphone. Je vois pas bien le rôle social dans tout ça. Voilà. Non, ouais. Peut-être continuer avec une question tabou. Ouais. Allez. Nous, on veut que tu manges un petit grillon, quoi. Ah là là, il faut goûter pour l'expérience. En tant que sociologue, es-tu confronté à des dilemmes éthiques, certains aspects de ton travail qui sont amenés à remettre en question tes propres principes? Oui, je suis confronté à des dilemmes éthiques. Alors j'essaie de trouver des exemples visibles. Il m'est arrivé de faire des enquêtes sur des sujets très sensibles, menés par les commanditaires et la puissance publique. Mais ce qui m'a troublé, c'est de savoir que ce serait la Xème enquête qui n'aurait pas d'impact. Voilà, c'était vraiment plutôt l'idée, on a coché la case, travail à faire et il n'y aura pas de suite. Et là, effectivement, c'est un petit peu rageant. C'est sur une situation qui concernait des maladies infantiles, sans entrer plus loin, et des parents en détresse. Et de savoir que pour les politiques, c'était on a mené l'enquête. Oui, c'est ça, on a coché la case, c'est fait, mais qu'il n'y aurait pas de conséquences, alors qu'on allait rencontrer les familles ça doit être dur. Se présentant, en disant non, on espère vraiment que cette fois ça va bouger les choses. Voilà, c'est là où ça a été un petit peu très dérangeant. Ouais. Après, je crois qu'il y a une formule, je crois que c'était qui s'appelle First, qui disait le sociologue, c'est celui qui écoute aux portes et qui regarde par les serrures. Il y a ce côté aussi dans nos professions en sciences humaines où on est constamment à la limite justement des questions éthiques, et c'est peut-être parfois aussi comme ça qu'on arrive à faire surgir un peu la science. Voilà. Moi, le temps que c'est respectueux de l'individu et que de la parole donnée, de ce qui est confié et qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité des uns et des autres,
pas tellement de soucis. C'est plutôt sur l'aspect contractuel. Voilà. Quand il y a un travail, dans mon esprit, il faut que ça s'arrête. Bah, surtout, c'est des heures données, Ouais, des c'est heures passées, puis même personnellement, ça Et doit puis être ça frustrant. détermine aussi la qualité de la recherche. C'est-à-dire Oui. qu'à un moment, vous savez que ce que vous mettez en place, il y aura pas de suite. Forcément, c'est aussi frustrant. Et parfois, cette frustration-là, elle surgit dans la façon de travailler ou dans les résultats qu'on produit. Et puis, en général, quand je travaille pas tout seul. Je travaille avec des collègues qui viennent de disciplines différentes. Et à un moment, ça arrive sur le tapis, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut déclencher pour que les objectifs initiaux soient vraiment tenus? Voilà. Et parfois, on ne peut pas lutter contre les décisions politiques. On fait une autre question. Allez, je me lance. Alors, intéressant. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant en sociologie souhaitant se spécialiser dans la communication? Lire. Lire, clairement. Pourquoi? Pour se constituer une caisse à outils avec plein d'outils différents, lire plein de choses différentes, être curieux. Curieux de ce qui a été produit, de ce qui se fait, faire un peu une veille sur la production audiovisuelle, mais en ligne, mais aussi télévisuelle, où la première étape c'est de lire, pour aiguiser le regard. Lisez du coup. On fait une autre question. Allez, vas-y. Comment vois-tu l'évolution de la sociologie en lien avec les nouvelles technologies et leur impact sur la communication? Alors, il y a deux questions, la sociologie, la technologie. Moi, je pense que c'est déjà le cas. La sociologie, elle s'intéresse aux technologies depuis le début de son histoire. Le monde s'est transformé. Et effectivement, c'est des secteurs de la sociologie ou des sciences humaines qui se sont spécialisés, qui ont surgi sur ces questionnements-là. Des gens qui travaillent sur l'innovation, sur les outils de plein de façons différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent sur le numérique et le rapport au numérique. Le Covid, ça fournit un questionnement immense. L'impact sur la communication, c'est comment les outils, les nouveaux outils transforment aussi les métiers, les pratiques, les usages. Voilà, les réseaux sociaux, ça a changé le monde. Les anthropologues, les sociologues, ils ont des choses à raconter là-dessus. Le numérique est partout dans notre vie aujourd'hui. La plupart des choses se font en ligne. Pendant longtemps, on disait le troisième âge est un petit peu à la traîne sur les questions numériques. Je suis pas sûr. Non, maintenant ça va. Je crois rentrer dans les pratiques. Voilà. Vraiment. Donc, je suis pas inquiet. C'est nouveaux outils, nouvelles pratiques. Les sociologues, c'est ça qui est fabuleux, ceux qui ont toujours quelque chose à dire. Oui, bah oui. C'est tout le temps en évolution. Donc forcément. Et que nous aussi, on est à la fois observateurs, mais on est aussi dans la société, on est aussi des usagers. Le numérique, il est présent dans notre vie. On parlait tout à l'heure de s'aider avec la rédaction. Peut-être que ça sert à construire des slides, je sais pas. Moi, j'utilise très peu l'intelligence artificielle, mais la question des outils, elle est présente depuis les débuts des sciences humaines. Il n'y a pas de raison que ça change. Des sociologues, des anthropologues qui sont en train de se former aujourd'hui, qui sont nés avec un clavier entre les mains. Il n'y a pas de raison qu'ils modifient ou qu'ils interrogent leurs pratiques. On passe Allez, tabou. Tu étais déjà dans une situation où tes recherches sociologiques ont été utilisées à des fins commerciales ou de communication qui t'ont mis mal à l'aise. Alors que ça a été utilisé à des fins commerciales, oui. De communication qui m'ont mis mal à l'aise, non. Alors soit je suis chanceux, ça doit exister, des situations où il y a un détournement de la recherche, mais j'ai jamais été confronté. J'ai travaillé en milieu viticole, j'ai travaillé pour plein d'entreprises différentes et effectivement, le contrat était clair. Je savais où j'allais et où on m'emmenait. Et j'étais plutôt en adéquation. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est une situation que heureusement que je ne connais pas. Et c'est jamais arrivé qu'une entreprise détourne peut-être les résultats de vos études pour... Pas que je sache, non. Non. Non, au contraire, quand ça a été le cas, il y a plutôt une idée de collaboration, de vraie collaboration. Non, j'ai beau chercher. Bah, tant mieux pour vous, Tant mieux. Après, ça me faisait penser à une question parce que je me dis peut-être qu'il y en a certains qui vont regarder la vidéo qui ne savent pas. Comment ça se passe quand une entreprise ou quelqu'un vous recrute pour faire une enquête en sociologie ou autre? Tu peux expliquer un peu le processus peut-être, je ne sais pas comment ils te trouvent, comment ça se passe parce que... C'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. En ce qui me concerne, c'est le bouche à oreille. Okay. Souvent, c'est dans des équipes avec des gens de plein de disciplines différentes. J'ai travaillé avec un ami maintenant, ingénieur en design social. Et il dit à un moment, tiens, il me faut quelqu'un qui puisse construire une méthodologie d'enquête de terrain. Donc souvent, c'est l'entrée. Et ensuite, de répondre à une question sociale.
Souvent, c'est soit des questions d'usage et de pratique, Mhm. transformation d'une situation Ok. ou d'état des lieux d'une situation. Et là, on vient tous, on se réunit tous, on met chacun dans notre caisse à outils et on débriefe un petit peu sur qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut obtenir et comment on va s'y prendre. Et à partir de là, on construit un petit peu le modèle de travail. Et souvent, moi, ma fonction, c'est de faire parler les gens. Un peu comme les ateliers d'Anthropologie, c'est vrai. Pas du tout. C'est beaucoup plus agréable. Oui. Vraiment, comment les gens vivent une situation et le regard qu'ils posent sur la situation à laquelle ils sont confrontés. Ok. Et sur comment ils envisagent une transformation, une amélioration. Puis aider parfois aussi dans la discussion avec les gens qui sont rencontrés et les collègues à quelle solution peut émerger. Ou je repense à une enquête comme ça où on était sur des parents d'enfants autistes qui mettaient en place plein de choses de leur côté et notre proposition c'était d'essayer de rassembler un petit peu, de créer un espace où les gens se rencontrent et essayent de proposer une solution globale ou alors des solutions par territoire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un grand département et l'idée c'était de créer des pôles qui soient autant d'espaces ressources comme ça pour des parents pour fournir des solutions concrètes, soit sur des questions d'orthophonie ou d'accès aux soins ou d'accès à l'information, etc. Tu interroges beaucoup de personnes dans une enquête ou ça dépend des sujets peut-être? Ça dépend des sujets, mais en général, ouais, ce sont des familles. Ouais. Et ensuite, ça varie entre 20 et 50 personnes. Et tu trouves comment les gens interrogés? Enfin, Ça dépend. ouais, c'est. Ça dépend des sujets. Quand on travaille avec une entreprise, souvent elle nous donne des fichiers clients. Mm. Donc on les contacte, on se présente et on leur dit ce qu'on fait. Sinon, sur le travail, sur le confort d'été, c'est le bouche à oreille. Ok. Voilà. Le confort d'été, on voulait des gens sur plein de territoires différents. Mhm. Donc on a regardé autour de nous et puis on a demandé à nos entourages, tiens, est-ce que toi tu as envie de participer? Est-ce que tu connais des gens qui correspondent à telle catégorie sociale ou tel critère, qui vivent dans tel type de lieu, tel type d'appartement, qui ont un jardin, pas de jardin, un appartement étudiant, pas étudiant. Voilà. C'est comme ça qu'on construit sa cohorte et puis vous avez un bout de ficelle et puis peut-être les gens vous renvoient sur d'autres. Ok. C'est super intéressant parce que je pense que, enfin, quand on parle de sociologie et d'anthropologie, on a un peu une idée de ce que c'est, surtout si on est dans le domaine de la com, Mm. mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe derrière. Oh, voilà. Une petite question tabou Allez. pour continuer. Quel est le projet sociologique le plus complexe ou le moins satisfaisant sur lequel tu travailles dans ta carrière? Grillon. Ah, est-ce que c'est bon du coup? Ouais, c'est barbecue, je crois, la saveur. Après des natures, on est gentil. C'est gentil, ouais. Ça va? C'est Ouais, bon? Ça ça va. passe? C'est l'un des premiers invités qui Oui. répond pas à une question et qui mange un grillon quand Ouais, même. d'habitude, on les fait goûter après parce que souvent, Ils répondent tous à tout à la question. Ils disent non, non, c'est pas grave, j'y vais. On continue avec une question du coup. Quel impact les changements sociaux récents, par exemple les mouvements sociaux ou la montée des préoccupations écologiques, ont-ils sur les stratégies de communication des organisations? Alors, une chose qui me vient à l'esprit, c'est le greenwashing. Après, il y a les mouvements sociaux. En fait, c'est une question à tiroir, ça. Mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit et qui ne sont pas forcément soit pertinentes, soit intéressantes dans le cadre de la communication. Mais c'est le lien entre mouvements sociaux et communication des organisations. Je pense par exemple à la cause animalière. Et ça a conduit plein de marques à mettre en avant qu'elles ne faisaient pas d'études sur les animaux, etc. Que ça a modifié aussi. On voit aujourd'hui, ça a un impact sur la pratique même de la recherche en biologie, par exemple. Donc c'est de plus en plus compliqué de travailler sur les animaux. Là, j'ai des amis en bio qui sont CNRS et qui m'expliquaient que la législation est en train de changer et aujourd'hui, quand ils veulent travailler sur des souris, ça leur coûte 50 € par souris. Ah oui. C'est un petit peu leur matière première, donc ça devient extrêmement compliqué. Et il y a un gap qui est en train de se dessiner entre le monde de la recherche et la pratique scientifique. Voilà. Après, donc je ne suis pas spécialiste forcément sur ces questions-là, ça pousse des entreprises à se donner une image vertueuse et à faire du greenwashing ou à modifier ses pratiques. Et je pense à ce qui est arrivé au patron de Danone, qui avait une vision plutôt progressiste et bio-humaniste sur le rôle de l'entreprise et qui s'est fait écarter par des actionnaires qui ont considéré qu'il mettait en danger. C'est un peu triste que ce soit encore l'économique qui prime le social et avec une communication qui faussait un petit peu tout ça. Ouais. Et puis je trouve aussi la ligne entre le greenwashing et les vraies valeurs qu'une entreprise
puissiez pas voir, elle est super fine. Elle est Oui, super fine, ouais. exactement. Vraiment. Ouais, C'est aussi la façon du coup de comment on communique là-dessus. Parce qu'il y en a certains, ça pourrait être limite du greenwashing, mais comme ils communiquent bien dessus, les gens, dans l'esprit des gens, je trouve que ça passe mieux. Complètement. Une dernière petite question tabou. Allez. Est-ce que je reprends ma gueule? As-tu déjà participé à un projet une étude sociologique qui, selon toi, avait des impacts négatifs sur la société ou sur les individus? Je pense qu'il me vient à l'esprit, c'est si j'ai l'impression qu'un projet aurait un impact négatif, je ne participerai pas. Et puis je pense que ça, je suis pas sûr que... Non, j'ai jamais été confronté à ça. Je pense que je suis pas confronté à des situations comme ça. Alors ça me fait penser à autre chose. J'ai un collègue qui est aussi un ami qui a travaillé sur un territoire où il y avait des mines d'or. Et quand il y a de l'or, il y a souvent présence d'arsenic. Et donc la problématique, c'était que l'activité minière, elle pollue les nappes phréatiques. Et le souci, c'est si on empêche les gens de travailler, on les prive de leur gagne-pain, une source de revenus. Et ces gens-là sont prêts à accepter de sacrifier leur santé pour le travail. Les gens préfèrent renoncer à leur bien-être et au bien-être des leurs pour ne pas être privés d'une source de revenus. C'est des projets où j'aurais été très très mal à l'aise parce que c'est se confronter aussi à une réalité sur laquelle j'aurais beaucoup de mal à me positionner. J'ai jamais été confronté à ça, heureusement. Du coup, pour terminer, après la question tabou, on passe aux questions 60 secondes. C'est parti. 60 secondes max pour répondre à toutes les questions que je vais poser à la suite. Par oui ou Si par tu es non. prêt. Parlez, ok. Allez. Alors, c'est parti. Es-tu heureux dans ton job actuellement? Oh oui. Selon toi, l'argent fait-il le bonheur? Non, mais ça calme les nerfs. Est-ce que tu as déjà regretté de travailler sur une étude? Non, jamais. As-tu toujours voulu travailler dans la sociologie, l'anthropologie? Oui. Avant, j'étais préparateur en pharmacie. Et puis un jour, je me suis dit, c'est pas la vie que je veux. Et j'ai mis du temps à mettre un nom précis sur ce que je voulais faire. Donc, quelques années après avoir été préparateur, je suis allé à la fac et je dis bonjour. Je deviens anthropologue. Est-ce que la sociologie appliquée à la communication te semble plus utile aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Plus utile, je sais pas. Toujours aussi pertinente, je dirais oui. Ok. Penses-tu que la sociologie peut encore avoir un impact significatif sur les stratégies de communication? Oh oui. Est-ce que la sociologie c'était mieux avant l'arrivée de l'IA? Non, Dernière question qui est plus pour nous, est-ce que tu as aimé l'interview? j'ai adoré. Merci alors. Et ben voilà, c'est la fin de cette interview. Merci d'être venu. J'espère que ça t'a plu. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous a aidé à comprendre un peu plus le métier d'anthropologue et de sociologue au sein de la communication et du marketing. Si vous avez des questions ou des idées pour les prochaines vidéos ou si vous avez envie de découvrir un métier en spécifique, n'hésitez pas à nous le faire dire en commentaire. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.